Dans la gueule de la bête, chapitre 10. Là, nous rencontrons de nouveau Angèle et Grégoire. Angèle dans toute sa splendeur de ange démon. Donc, en fait, Volko, il gagne un petit peu sa vie en cousant. En fait, Madame Guignard dit que c'est elle qui s'est remise à coudre pour quand même avoir des revenus supplémentaires, puisqu'elle a dû fermer son épicerie et qu'elle n'a que le revenu, c'est la pension du décès de son mari, pension de veuve. Et donc, pour arrondir ses fins de mois, elle coud, mais elle coud que des costumes pour hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Grégoire, donc Volko, en fait, à la base, il avait un magasin de couture et puis avec la guerre, il a dû le fermer. Et c'est lui qui coud, en fait. Et puis alors après, elle vend les costumes. Et donc, en fait, en 1942, il a dû bien sûr fermer son magasin, puisqu'en 1942, les Juifs n'ont pu plus travailler. Et il a été emmené à participer à la construction du mur de l'Atlantique à Boulogne, en France. Et puis ensuite, il a entendu qu'après la construction du mur de l'Atlantique, ils allaient tous être déportés vers des chantiers de l'Est. Et donc, il avait aussi entendu que les gens qui partaient là-bas, ils ne revenaient jamais. Et donc, ni les enfants, parce qu'on emmenait aussi même les enfants et les femmes. Et donc, dans le train qui l'emmenait vers Bruxelles, il a sauté du train et il est retourné à Liège. Il a été avertir sa femme, donc Fania et sa fille Anya, ils ont été se cacher. Donc, Anna chez les religieuses, Fania chez Madame Desnoyers et lui chez Madame Guignard. À la page 140, Angèle arrive chez Volko. Elle y va un lundi soir parce qu'elle sait que sa maman a des réunions aux femmes prévoyantes, puisque Mme Guignard est quelqu'un d'actif qui veut défendre les femmes. Et donc, elle sait qu'à ce moment-là, le champ est libre. Et donc, elle rentre chez sa maman, elle monte chez Volko. Et là, à la page 142, il y a une magnifique manipulation, encore une fois, où elle fait croire, en fait, à Volko, voilà, oui, il y a ma maman, elle ne m'a pas vu grandir, elle aimerait que je reste encore petite. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'être grande. J'ai envie de ma liberté, elle ne comprend pas. Moi, j'aime Jean et j'ai envie de me marier. Et maman, hier, elle n'a pas voulu, elle était extrêmement fâchée. Elle s'excuse également auprès de Volko de son comportement, en disant c'est vrai que je n'ai pas été très courtoise avec vous. En fait, j'étais très fâchée contre ma maman parce que je voulais lui annoncer que j'allais me marier avec Jean et elle m'a attaquée en disant que mon amoureux, il est tripoté des femmes. Et forcément, donc, elle invente plein de choses. Alors que, si je vous rappelle, elle allait chez sa maman parce qu'elle voulait avoir 1500 francs et que la maman a refusé. Volko, en l'écoutant, sent qu'il y a un truc qui cloche, donc il dit ouais, il y a un machin où elle n'est pas honnête, il sent qu'elle cache quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vient voir Volko? Parce qu'elle dit qu'elle va se marier avec Jean et qu'elle a envie de lui faire une surprise. En fait, il faut un costume pour Jean. Et du coup, elle sait que c'est lui qui coud les costumes. Et le problème, c'est que, évidemment, Jean ne peut pas venir lui-même pour les mesures parce que sa maman ne va jamais accepter. Et donc, elle dit, est-ce que vous ne pourriez pas aller au café Les Mimosas ou pour de rendez-vous, comme ça, vous pourrez aller prendre les mesures de Jean. Il y a une pièce à l'arrière, il y a une arrière-salle très discrète, et donc là, vous pourrez prendre les mesures de Jean, ce sera plus facile. Et donc, en fait, que fait Angèle? On le lit à la page 146, elle mêle le vrai et le faux, comme ça, c'est beaucoup plus crédible. Parce qu'effectivement, elle dit, voilà, rassurez-vous, c'est un café où le patron est anti-Bosch, ce qui est vrai, puisque le patron essaye d'une certaine manière de résister comme il peut, par exemple, en crachant dans la bière des Allemands et des collabos, en laissant les inscriptions contre les Bosch alors qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un rendez-vous avec Jean, à votre avis, n'est-ce pas? À la page 147, c'est très intéressant. Elle dit qu'elle est une écervelée, et que Jean l'a sauvée. Lui, il est tellement honnête. Et donc, ce lui, il est tellement honnête, opposé à moi, je ne le suis pas. Quand elle dit je suis prête à tout, oui, je suis prête à tout, je suis prête à trahir, je suis prête à vendre quelqu'un pour avoir de l'argent, je suis prête à vendre un juif pour vivre auprès de Jean. Après, elle dit aussi après, on sera heureux et je serai quelqu'un de bien. Quand j'aurai fait ça et que je serai avec Jean, je serai quelqu'un de bien. Sous-entendu, maintenant, je ne le suis pas. Donc, cette page 147 est intéressante à lire. Donc, en fait, je dirais 142, 143 pour la manipulation. Et puis, la page 147 par rapport à la manière dont Angèle se perçoit. Alors qu'en fait, on apprend la page 149, Jean dit bien, donc son amoureux, ils se connaissent juste depuis 2 mois, Jean dit bien qu'ils ne veulent pas se marier tant qu'il n'y a pas d'appartement et il veut gagner son argent honnêtement et donc ils économiseront et ça prendra le temps que ça prendra. C'est quelqu'un pour ça qui est terre à terre et lucide. Et elle ne veut pas attendre, ça doit être tout de suite, en tant qu'enfant pour y gâter.
À la page 150, elle voit Baumann, donc Père Baumann, le collabo, et elle lui donne l'heure du rendez-vous qu'elle a donné à Volko. Tatatam. Chapitre 11, nous revenons à l'histoire de Laja. Donc rappelez-vous, Laja, on l'a quittée quand il y a Oscar Lambeau qui est allé chez elle pour demander comment ce qui s'était passé, pour avoir des informations. À la base, il allait chez José Kaiser pour savoir, donc chez son mari, est-ce qu'elle avait été arrêtée ou pas. Donc il était tombé sur elle, elle lui avait raconté ce qui s'était passé. Puis ensuite, en sortant, il y a les Allemands qui arrivent, il y a Oscar Lambeau qui crie « Attention, fouillez ». Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est que... en fait, quand Laja a entendu que les Allemands arrivaient, elle a pris ses 2 enfants, et a 2 petits-enfants en bas âge, elle s'est enfouie par les jardins. Heureusement que le chien, c'est un berger allemand, un berlinois, c'est Azor, A-Z-O-R, il était attaché, donc elle a pu se faufiler à travers les jardins, passer par les buissons pour aller dans une maison à l'arrière du pâté de maison. Elle est arrivée donc, je ne sais plus le nom de la madame... Et donc, elle est infirmière chez Juliette. Donc, elle est arrivée chez Juliette, qui est infirmière à l'Office national de l'enfance. Elle s'occupe de nourrissons, donc il y a tous des léguettes un peu partout. Elles sont rentrées dans la maison. Un peu après, il y a la police allemande, bien sûr, qui sonne à toutes les maisons, toc, 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 pour aller fouiller les maisons, puisque c'est le pâté de maison, et on sait qu'elle, si elle est sortie par derrière, elle est dans une de ces maisons du pâté de maison. C'est comme ça qu'ils faisaient à chaque fois. Donc, elle cache Laja dans un placard. Elle a les enfants, c'est tout à fait normal d'avoir les enfants. Il y a la petite fille, le nourrisson, qui pleure. Elle le garde dans ses mains. Vu qu'elle est infirmière à l'ONE, donc à l'Office national de l'enfance, c'est normal. Elle ouvre de sang-froid. Elle est là, oui, je vous en prie, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait l'étonner. Les Allemands veulent bien sûr fouiller. En fait, ils n'ont pas su passer par le jardin, parce qu'au départ, ils voulaient, parce qu'à ce moment-là, il y a le berger allemand Azor, qui est un berger allemand assez féroce, qui était détaché, et donc les Allemands n'ont jamais su passer. Ils n'ont pas voulu non plus l'abattre, et donc ils n'ont pas su passer, et ils ont dû faire le tour du pâté de maison. Et c'est d'ailleurs des petits gestes du quotidien comme ça qui font en fait les actes de courage. C'est quelqu'un qui se rend compte que à ce moment-là, il y a les Allemands qui sont là, donc il lâche le berger allemand, et ce sont des formes de résistance où les gens n'ont à l'époque pas l'impression d'être courageux et d'être des héros. Et c'est par la suite qu'en fait pas mal de ces gens vont avoir une médaille, vont être décorés, ils disent mais en fait c'était tellement évident. Et c'est ça, quand on parle de la banalité du mal, il y en a qui vont pas réfléchir, et puis il y en a qui vont réfléchir, qui vont réagir et s'opposer comme ils le peuvent. Et là, ce voisin-là, c'est en lâchant le chien, ce qui permet à Juliette du coup d'arriver ce qui permet à la Jack Rankel d'arriver chez Juliette, d'être cachée, et puis c'est Juliette qui est avec les enfants. Voilà, hop, en avant, je gère tout. Je fais semblant que tout va bien. Il y a le bébé qui commence à pleurer avec le stress, donc la fille de la Jack Rankel. Et donc elle dit, écoutez, je suis désolée, elle pleure parce qu'à la fin, j'allais justement lui donner le sein. Elle commence à déboutonner. Et du coup, les Allemands, un peu gênés, se disent, ok, ça va, c'est bon, avec des petits bouts comme ça, on voit qu'elle est occupée. Elle ne peut pas s'être occupée d'une fugitive. Et donc les Allemands partent. Après ça, je ne vous dis pas, elle est comme ça, Juliette, évidemment. Ensuite, donc, les enfants de Laja sont restés chez Juliette pendant que Laja est allée chez Fania, donc chez Nicole Pied-de-Bœuf, qui est logée chez les Desnoyers. Et donc, elle va chez les Desnoyers. Il y a Fania qui la cache dans sa chambre. Et donc Nicole va dire à Maître Desnoyers, voilà, de venir dans sa chambre. Elle a un truc à montrer. Maître Desnoyers va se dire, oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que rappelez-vous, Maître Desnoyers, il n'est pas insensible au charme de Fania, donc de Nicole, mais en fait, il comprend qu'il y a une autre femme qui est là, donc rien à voir avec des avances de quoi que ce soit. Ensuite, Madame Desnoyers arrive et voit Nicole et son mari dans la chambre de Nicole. Elle se dit, mais enfin, c'est quoi ce machin? Puis elle se dit, ok, elle voit la troisième femme, donc Laja, et là, on sent, malgré tout, qu'il y a un certain sentiment antisémite, parce qu'elle dit, purée, on n'a qu'une juive et là maintenant on en a 2, c'est quoi ce machin? Et donc le chapitre 11 se termine là. Dans le chapitre 12, nous retrouvons Oscar qui a été arrêté et qui est dans sa cellule. Et donc il se dit, mais non de Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai été crié? En fait lui, c'est pas par bonté d'âme ou quoi que ce soit, ce fut un réflexe. Il a vu les Allemands, il a crié. Il se dit, mais pourquoi j'ai crié pour sauver une femme que je ne connais pas? Et maintenant, c'est moi qui me retrouve en prison, en sachant très bien ce qui peut arriver. Je veux dire, tout le monde sait quand on est arrêté par la SIPO ou par les SS, par la Gestapo, de manière générale,
si on ne parle pas, on va se faire torturer et on risque d'être ou déporté ou d'être tué. C'est pas compliqué. Donc, à la page 170, Oscar est interrogé. Alors, il est interrogé par plusieurs personnes. On a Darcet. Darcet, lui, c'est la police allemande. Donc, c'est la SIPO, comme rank. Et il y a Vos, qui est un SS. Donc, ce sont tous des gens qui sont assez sadiques. Vos, lui, c'est un gars qui a aussi fait le séminaire à la base, et puis qui a aussi arrêté la prêtrise. Et pour lui, en fait, le national-socialisme, c'est une religion comme la religion catholique. Donc, ils interrogent Oscar en disant, donc vous l'avez prévenu, vous la connaissez, et il y a Oscar qui dit la vérité en disant « Mais non, je n'allais pas du tout la prévenir, je ne savais pas que vous alliez arriver », ce qui est vrai, puisqu'en fait, il croyait qu'elle était arrêtée. Et donc, le premier machin qui passe par la tête, quand on dit « Mais qu'est-ce que vous faisiez chez elle ?» Il dit « Je suis son amant ». Et puis il dit lui-même « Mais qu'est-ce que je raconte ?» Je vous rappelle, avec les femmes, il n'est pas à l'aise, hein, Oscar. Et il dit, mais oui, j'étais la voir, mais en fait, il ne s'est rien passé entre nous, voilà, parce qu'évidemment, tout de suite, il veut dire en tout bien, tout honneur, d'une certaine manière. Et puis ensuite, on le remet dans sa cellule. Et là, il va prier Dieu. À la page 174, c'est une page 174-175, pour comprendre Oscar, c'est un passage intéressant. En fait, il prie Dieu en espérant qu'il le sauve, mais en fait, d'habitude, quand il prie Dieu, c'est pour sauver son âme. Ici, c'est pour sauver son corps, donc il espère qu'il sera libéré, et si on le torture, qu'il n'aura pas trop mal. Il demande bien sûr pardon pour la pensée adultère d'avoir eu quelque chose, qu'il pourrait avoir eu des relations sexuelles avec Laja. Mais bon, pour sauver sa peau, est-ce qu'on n'est pas prêt au pire, n'est-ce pas? Et puis il se demande également s'il va supporter la douleur, parce qu'il se dit en fait, oui, moi je me flagellais, c'est comme ça qu'on apprend que c'est bien ça qu'il faisait, c'est se flageller pour le salut de son âme, et il était tout fier d'avoir mal, d'être faire le dur, et ici, on apprend également, c'est que d'une certaine manière, parfois, il ne frappait pas trop fort. Quand ça faisait mal, mais pas trop, en fait, ça lui faisait quand même des sensations dans le corps. Et on peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté SM? Parce qu'il dit que ça donnait des sensations dans certaines parties de son corps. Et en fait, on apprend la page 175, l'abbé Muller est une fois arrivé dans sa cellule, alors qu'en fait, il était en train de se flageller. L'abbé Muller l'a été choqué. Il l'a soigné parce qu'il était blessé, il saignait, et il lui a dit que l'Église n'avait absolument pas besoin d'énergumènes masochistes, et du coup, il l'a viré du séminaire en disant que l'Église n'avait pas besoin de gens comme ça. L'Église a besoin de gens terre à terre. Et donc, à la page 176, il se dit, bon, ben, je vais bien sûr par après de nouveau me faire interroger. Là, ici, ils m'ont juste parlé. Il devine qu'il va se faire torturer, et donc il se pose la question, est-ce que je vais faire partie des courageux ou des lâches ? Des libres ou des serviles, et ça fait bien sûr penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que je serais pire ou mieux que ces gens si j'avais été allemand ?» Je vous conseille de lire ou d'écouter même cette chanson avec des paroles magnifiques. C'est tout à fait le thème de la page 176, et d'ailleurs du livre. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que dans sa cellule, eh bien, Darcet lui a posé des brochures porno. Il n'avait même pas vu ça au départ. Ensuite, à la page 177, il est de nouveau interrogé, et là, il est face à José Kaiser. Donc, le mari de Laja, José Kaiser, il a été arrêté. Et donc, Darcet, le policier, enfin le SS, il dit, attendez, Darcet, je confonds toujours entre Darcet et Vos. Darcet, c'est la police allemande. Darcet dit à José Kaiser que Oscar, c'est sa femme, c'est l'amant de sa femme, et il montre les revues en disant d'ailleurs, il est vachement porté sur le sexe, hein, regardez tout ça. Du coup, Oscar est super gêné et il avoue à Kaiser et donc à la police que c'est pas vrai, qu'il a inventé ça pour trouver une excuse pour la raison pour laquelle il était, c'est Laja. Et il dit, je voyais Laja ce matin pour la première fois, ce qui est vrai. Ensuite, il y a Vos, donc il y a José Kaiser qui part et il y a Vos qui parle à Oscar en disant, donc oui c'est le SS, en disant qu'il a été aussi au séminaire, qu'il a voulu aussi être prêtre, que c'est aussi un idéaliste, il est des cantons de l'Est, donc c'est un Belge germanophone. Et il dit, en fait, le national-socialisme, c'est comme le catholicisme, c'est aussi des idéaux. Et il cite saint Paul, « Revêtez l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme », qui veut dire « dépouillez-vous du passé pour devenir le nouvel homme ». Le nouveau, donc à l'époque, c'était catholique. Et en fait, cette phrase a été reprise par le national-socialisme, par le nazisme, avec l'idée de cette race aryenne, le nouvel homme fort, et les autres, hop, on les extermine, on n'en a pas besoin. Et puis ensuite, Jos souffle également Oscar. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, eh bien Jésus n'aurait pas été arrêté et Jésus n'aurait pas été crucifié et le christianisme
ne serait pas arrivé. Et donc, parfois, la trahison, ça a du bon, et la trahison, c'est un préjugé pour les imbéciles, parce que c'est la trahison qui permet aux gens de se dévoiler. Et il distille comme ça son poison dans l'esprit d'Oscar, qui est un idéaliste. Nous avons ensuite le chapitre 13, à la page 185. José Kayser est libéré. Il est tout étonné d'être libéré. Et il se dit, c'est peut-être l'archevêché qui a réagi, qui est intervenu, puisque la Jacques Rankel était baptisée et donc normalement il n'y aurait plus de problème, c'était une erreur. Et donc il pense naïvement que l'archevêché s'est immiscé et a été sauvé José Kayser. Ça c'est ce qu'il pense naïvement. Bon, s'il pense vraiment que ça, il est un peu naïf, parce qu'on va apprendre plus tard qu'en fait il a dénoncé quelqu'un. Et on apprend que José et Laja, quand ils se sont rencontrés, Laja a épousé José Kayser contre l'avis de ses parents. Elle a décidé donc d'abandonner la religion juive pour être baptisée. Et donc José Kayser, quand il est libéré, il va directement chez Maître Desnoyers. En fait, là où Max Vandenberg et Desnoyers sont très fâchés, c'est qu'en fait, Laja Rankel et José Kayser, et principalement José Kayser, sont super imprudents. En fait, les gens, quand ils sont cachés par le réseau, ils ne peuvent pas avoir de contact. Si on est libéré, on ne peut surtout pas aller chez une personne du réseau, parce que ça peut parfois être des pièges, où on va libérer la personne, mais en fait, il y a la police qui suit pour aller arrêter des gens du réseau. Et donc, en fait, il donne des coups de fil à certains moments, puisqu'il a téléphoné pour dire « attention, que se passe-t-il » Et en fait, ces deux familles juives, donc aussi bien Léa Dumoulin, donc Fania, que José Kayser, ils sont super imprudents. Ce qui fait que du coup, on met en contact des gens et ça peut donner des pistes aux Allemands. Et donc ici, il va voir Maître Desnoyers contre toute prudence parce qu'il vient chercher Laja chez Maître Desnoyers. En fait, José a téléphoné à quelqu'un d'important dans le réseau. En fait, il a téléphoné à Max Vandenberg, l'avocat, pour dire que Laja avait failli être arrêté. Il a expliqué ce qui se passait. Et il voulait en fait aller rejoindre Laja chez Maître Desnoyers. Mais Max Vandenberg lui a dit surtout pas, parce que les Allemands risquent de vous suivre. Et donc, ou bien vous restez chez vous, ou bien vous vous cachez, mais vous n'allez surtout pas chez un membre du réseau. Et donc, en fait, José Kayser est resté chez lui. Il a été arrêté par les Allemands. Il est libéré, il va chez Maître Desnoyers. Évidemment, Maître Desnoyers n'est pas content du tout, vous imaginez bien. Et on apprend à la page 194 que Maître Vandenberg téléphone à l'abbé Müller. Il est très laconique. Eux, au départ, ne savent absolument pas que Kayser a été libéré. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'ils ne sont vraiment pas contents que Kayser a téléphoné, que Kayser voulait même aller chez les Desnoyers. Et quand ils discutent pour dire, bon, finalement, il y a Oscar Lambeau qui est arrêté, ils pensent à un moment donné, oui, ils savent que Kayser a été arrêté, ils se disent, bon, est-ce qu'ils vont parler ou pas? Parce qu'en fait, on apprend, c'est que Max Vandenberg et l'abbé Müller sont les têtes pensantes du réseau catholique au niveau de Liège. Vandenberg pense que c'est Oscar qui est le maillon faible, il pense que c'est Oscar qui va parler. Et il dit, si Kayser, en fait, le problème de Kayser, c'est que s'il parle, en fait, il risque de dénoncer sa femme. Et sa femme sera envoyée à la déportation. Et donc, il ne pense pas que Kayser va parler. Il pense par contre que Oscar est quelqu'un de très, très faible psychologiquement et qui risque de dénoncer. Ils espèrent par contre qu'ils ne dénonceront pas Vandenberg ou Desnoyers. En se disant, bon, c'est un petit coursier, on espère que les Allemands ne vont pas penser qu'un simple coursier connaît la tête du noyau. Au chapitre 14, nous retrouvons Baumann et Angèle. À la page 200, en fait, le patron regarde Angèle, le patron du café regarde Angèle en disant qu'elle trouve qu'elle a changé. Avant, elle jouait de ses charmes, elle était insouciante, elle jouait avec les hommes. Mais là, maintenant, depuis qu'elle est avec Jean, elle a un air toujours très grave et très songeur. Il se sent un peu, c'est son ange gardien, il a envie de la protéger et il se rend bien compte qu'Angèle est en train de tricoter du mauvais coton. Et elle est un peu trop avec Baumann à discuter avec lui. Or, c'est une vraie crapule. Le cafetier sait que Baumann est un délateur, un traître, qu'il fait la délation des Juifs. C'est un collabo. Et donc, il a dit à Angèle plusieurs fois, méfiez-vous de Baumann, il est dangereux. Mais bon, Angèle n'en fait qu'à sa tête. Elle discute avec Baumann. Et puis, quand Baumann est sorti, il avait vraiment l'air triomphant, comme s'il avait eu gain de cause. Et ça, le cafetier n'aime pas du tout. Ça c'était donc avant que Angèle n'aille voir Volko
donc avoir Grégoire chez Madame Quignard. Là, ici, maintenant, il y a Baumann qui demande s'il peut utiliser l'arrière-salle. Il a donné rendez-vous à son tailleur pour un nouveau costume. Donc, l'arrière-salle, il n'y a pas de sortie. Il y a juste l'entrée pour y aller, mais il n'y a aucune sortie. Et il prend rendez-vous, donc à l'heure où en fait il dit voilà, j'ai un rendez-vous cet après-midi à telle heure. Il y a le couturier qui va venir. Vous pouvez déjà le faire passer, la faire attendre dans l'arrière-salle. Je risque d'avoir un peu de retard, faites-le juste patienter, pas de souci. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans l'air. Mais l'amour ne brille pas sous les étoiles, malheureusement. Et donc, le cafetier s'est dit, ouais, dangereux. Baumann est vraiment super heureux à la page 203 parce qu'il a piégé 2 juifs en 2 jours. Et donc, il est vraiment content parce qu'il se dit que Liège, bientôt, sera judenfrei, donc sans les juifs, libre de juifs. Et grâce à lui, il a plein de primes grâce à ça. Et il va encore empocher les primes cette fois-ci. Il se remémore sa rencontre avec Angèle au café, qui lui a vendu un juif pour 1500 francs. Le 1500 francs, c'est ce dont elle a besoin. Et il sait déjà qu'il va ne lui donner que 1000 en disant qu'il a eu des frais. Et il se dit bien aussi qu'Angèle ne va pas oser respecter. Donc, en fait, Angèle qui espère avoir ses 1500 francs, donc elle livre un juif pour 1500 francs. Baumann, dans sa tête, il sait déjà qu'il n'en aura que 1000. Et les 2 juifs qu'il livre, c'est bien sûr la Jacques Rankel et Grégoire Volko. Et puis, à la page 205, il est très contrarié parce qu'il apprend que la Jacques Rankel s'est évadée, est passée au travers des mailles du filet. Elle a été prévenue par un informateur et celui-là, par contre, il a été arrêté et il apprend que cet informateur va être libéré. Mais du coup, comme la Jacques Rankel n'est pas arrêtée, il ne va pas avoir sa prime, donc il perd de l'argent. Ça ne lui va pas du tout. Et donc Baumann est là près de la police des SS et la SIPO, et il voit Oscar sortir. Et il se dit, on voit clairement qu'il a été amoché, il a été passé un peu à tabac. Et donc, Baumann, quand il le voit, il se dit, ok, le gars, il va évidemment pas tout de suite aller vers le réseau. Et en même temps, parce que c'est trop dangereux, évidemment. Et donc, en même temps, Baumann est intrigué. Il se dit, mais comment est-ce que des gens peuvent, comme ça, aider des juifs et risquer leur vie pour sauver des juifs? C'est un truc qui ne comprend pas très bien. Et en fait, il veut comprendre un peu à quoi ses adversaires ressemblent, comment ils fonctionnent pour mieux les comprendre. Et il veut aussi comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on est dans le camp inverse? C'est quoi l'avantage d'être dans le camp inverse, où en fait on va avoir pitié des gens, où on va risquer sa vie? C'est quoi l'intérêt finalement? Et puis aussi, ce n'est pas que une curiosité intellectuelle ou autre, on apprend à la page 210, c'est aussi que s'il comprend mieux les arguments de son adversaire, pourquoi ils vont aider les Juifs, il va bien sûr pouvoir trouver de meilleurs arguments fallacieux par rapport à lui-même et pour les autres. Et donc il suit Oscar. Et Oscar, qu'est-ce qu'il fait? Je vous rappelle, il est prêtre, il était prêtre, et donc il va vers une église, il rentre dans l'église, et Baumann le suit. Et Baumann se dit, waouh, ça fait vachement longtemps que je ne suis plus rentré dans une église. Oscar, première chose qu'il fait, il va au confessionnel, et puis il vacille, il vomit, il est complètement livide. Et Baumann, il ne comprend pas ce qui se passe, Baumann, spontanément, il se voit lui offrir de l'aide. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Oscar lui répond, j'ai eu tellement peur. Et Baumann répond sans réfléchir, on a tous peur. Effectivement, c'est quelque chose qu'il y a régulièrement dans le livre. En fait, tout le monde a peur et tout le monde vit avec la peur, mais en réagissant de manière différente en fonction des gens. Et donc Baumann dit venez et il lui offre une gazette aux pommes. Alors attention par rapport à ça. L'année passée, il y a une élève, l'examinateur lui a demandé ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que Baumann lui avait offert à Oscar un café. On ne parle pas de café dans le livre, on parle de gazette aux pommes. Donc si jamais vous avez cette question-là, dites bien, non, quand Oscar est libéré et que Baumann va aider Oscar dans l'église, quand Oscar ne se sent pas bien et qu'il vomit, en fait, Baumann lui offre une gazette aux pommes. Parce que l'élève était là à dire un café, donc elle a cherché quand est-ce que Baumann va aller donner un café, offrir un café à Oscar Lambeau. Jamais, il n'y en a pas. Donc là, il y a une erreur. Est-ce qu'il a induit en erreur ou est-ce que lui se trompe? Je ne sais pas, mais voilà, sachez-le, il y en a un qui a posé cette question-là. Et donc, en fait, Baumann va parler avec Oscar et on ne sait pas plus, mais il offre une gazette.
Enfin, on ne sait pas plus maintenant, on saura après. Dans le chapitre 15, nous sommes chez les Desnoyers. Maître Desnoyers est mort de trouille. Et d'ailleurs, il boit quelques gorgées d'un alcool fort, alors qu'il avait dit qu'il ne boirait plus d'alcool pendant toutes ces années après la mort de sa mère, mais il a beaucoup trop peur. Et donc, il se dit, bon, je dois avoir du courage pour une vivante, il veut aider Nicole. Et il se dit, ok, ben voilà, il a reçu les instructions, il va devoir conduire Nicole quelque part. Il attend les instructions pour savoir où aller la conduire, et il attend pour ça les informations de Max Vandenberg. En fait, le papa de Maître Desnoyers, il avait fait installer une cuve de 2000 litres, il avait rempli d'essence quand la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et donc, en fait, le papa avait l'expérience de 1914, la Première Guerre mondiale, où tout le monde a manqué d'essence. Et du coup, il s'est dit, la guerre arrive, je vais faire installer une cuve de 2000 litres et je vais remplir de 2000 litres d'essence. Sauf que, bien sûr, ils utilisent le moins possible la voiture, puisqu'il y a des notaires, forcément, ça a de l'argent. Par contre, à ce moment-là, c'est impossible d'acheter de l'essence, c'est juste impossible. Et donc, lui, eh bien, il a encore de l'essence et il peut donc remplir le réservoir de la voiture pour les cas urgents. Et ceci est un cas urgent. Il sait que Oscar a été arrêté, et donc il a la trouille de se dire, mais qu'est-ce que Oscar va dire? Est-ce qu'il va trahir quelqu'un? Quel nom va-t-il donner? À la page 218, il y a Maître Desnoyers qui plaint sa femme. Parce qu'en fait, elle aime un homme, elle aime son mari, mais c'est un mari qui ne s'occupe pas d'elle. Et c'est un mari qui est désabusé, qui est blasé, qui n'a même pas l'énergie pour aller voir d'autres femmes. Et il se rend compte qu'il a quand même des sentiments pour Nicole, mais en même temps, il ne peut pas se les autoriser parce que il veut être loyal par rapport à sa femme. Mais il sent que pour le moment, depuis un moment, il n'a plus beaucoup de sentiments pour sa femme. Il appelle donc Vandenberg à un moment donné, parce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles. Il dit, mais où est-ce que je dois aller conduire Nicole? Et à ce moment-là, quand il téléphone, eh bien, c'est un clerc qui décroche et il apprend que Maître Vandenberg s'est fait arrêter par la Gestapo. À la page 220, Desnoyers pense que c'est Oscar qui a parlé, qu'il a craqué, qu'il a dénoncé Vandenberg. Mais ça veut dire que si Max Vandenberg a été arrêté, Maître Desnoyers risque très fort de voir les Allemands rappliquer chez lui, évidemment. À ce moment-là, Oscar arrive, il explique ce qui s'est passé, il explique qu'il a été arrêté, qu'il a été libéré, et Oscar jure qu'il n'a trahi ni Vandenberg ni Desnoyers. Par contre, il dit qu'il a vu Kaiser à la Gestapo, qu'ils ont été confrontés tous les deux, et Kaiser dit à Desnoyers qu'il n'avait pas vu Oscar. Alors, je vous réexplique. Quand José Kaiser est arrivé chez Maître Desnoyers pour prendre la Jacques Rankel, pour repartir avec elle, en fait, il y a Maître Desnoyers qui lui dit « Tiens, est-ce que vous avez vu Oscar ?» Et Kaiser dit « Non, je n'ai pas vu Oscar. » Et Oscar, là, il dit « Oui, j'ai vu Kaiser et j'ai d'ailleurs été confronté, puisque j'ai fait un péché en disant que j'étais son amante, et donc ils nous ont confrontés. »